je vais parler un petit peu donc, du rôle de l'innovation et du capitalisme. Et penser, donc, la présentation, c'est penser l'après-Covid, le pouvoir de la destruction créatrice. Alors, c'est très basé sur un ouvrage qui est joint avec Céline Antonin, qui est à Sciences Po et au Collège de France avec moi, et Simon Bunel, qui est à la Banque de France, INSEE, et au Collège de France avec moi, qui s'appelle Le pouvoir de la destruction créatrice. D'accord? Voilà. Et chez Odile Jacob. Donc, la destruction créatrice, ben, c'est un terme inventé par Joseph Schumpeter pour faire référence au fait que les innovations viennent constamment remplacer les technologies et activités existantes. Les anciennes innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Donc, ça, c'est la chose qui est importante. Les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Le nouveau remplace l'ancien. D'accord? Alors, en fait, sur la base de ce concept, avec Peter Howitt, j'ai créé un nouveau modèle de croissance qui a complètement remplacé le modèle de Solow, qui était le vieux modèle de croissance. Le nouveau modèle, c'est un modèle qui s'appelle le modèle schumpeterien, qui est basé sur 3 idées. La première idée, c'est que la croissance de long terme, eh bien, c'est l'innovation cumulative qui est la source de croissance de long terme, sur chaque innovateur eh bien, bâti sur les innovations qui ont précédé. D'accord? La deuxième idée, c'est que les innovations résultent d'investissements entrepreneuriaux, d'investissements notamment en recherche-développement, mais pas seulement, qui sont motivés par la perspective de rente d'innovation. Donc l'innovation, c'est parce qu'on poursuit l'innovation parce qu'on espère en avoir des rentes. Quelqu'un qui trouve un nouveau produit ou qui trouve une façon de produire moins cher a des rentes pendant un certain temps au moins de l'innovation. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations viennent remplacer les anciennes technologies. Les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Alors on voit immédiatement qu'au cœur du processus de croissance, il y a une contradiction. D'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver les investissements innovants, mais de l'autre côté, évidemment, les entreprises innovantes sont très tentées d'utiliser ces rentes pour, à leur tour, bloquer de nouvelles innovations, parce qu'elles ne veulent pas, elles, être sujettes à la destruction créatrice. Et réguler le capitalisme, c'est avant tout traiter de cette contradiction. Et que l'on parle, et tout le livre que nous avons écrit, c'est à la base, c'est cette contradiction. Que je parle du décollage industriel, pourquoi il a eu lieu si récemment en Europe et pas ailleurs. Est-ce que je parle de trappe de revenus intermédiaires, trappe intermédiaire, c'est-à-dire il y a des pays qui commencent à converger, qui ensuite s'arrêtent de converger, que je parle de stagnation séculaire, pourquoi la croissance est en berne un peu aux États-Unis et dans les pays développés, pourquoi que je parle d'inégalité, quel que soit le sujet que l'on aborde, eh bien, cette contradiction est au cœur de ce sujet. Voilà. Et Schumpeter lui-même était très pessimiste sur l'avenir du capitalisme parce qu'il pensait qu'effectivement, les premiers innovateurs se transformeraient en conglomérats qui bloqueraient l'innovation future et l'entrée de futures firmes innovantes. Et nous, en fait, dans le livre, on montre que, sans être optimiste panglossien, on est optimisme de combat et qu'en fait, il y a des leviers qui permettent de conjurer le pessimisme de Schumpeter. Voilà. Alors, l'innovation, la destruction créatrice, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait, ça se mesure. Par exemple, une manière de mesurer la destruction créatrice, c'est par l'arrivée de nouvelles technologies, par les brevets, par le flux de brevets. Et on voit ici une corrélation entre, en abscisse, le flux de brevets moyen par an aux États-Unis, entre États américains, et en ordonnée, la croissance annuelle moyenne du PIB par tête pendant le XXe siècle. Et on voit que les États qui ont davantage innové en termes de brevets, c'est des États qui, en moyenne, ont une croissance plus rapide du PIB par tête. Voilà. Et on peut montrer en fait que cette relation est causale. Donc, effectivement, ce n'est pas juste une idée en l'air. L'innovation est source de croissance. Hein, d'accord? On peut mesurer également la destruction créatrice par la création et la destruction d'emplois ou la création et la destruction d'entreprises. Et ça aussi, c'est positivement corrélé avec la croissance du PIB par tête. Voilà. Alors, avec ce qu'on fait donc, dans le livre, on fait 3 choses. On montre que le prisme de la destruction créatrice et du paradigme que je viens de décrire tout à l'heure, du modèle Aghion-Witt de croissance par la destruction créatrice, ce modèle, ce paradigme permet de faire 3 choses.
un, il permet de percer certaines grandes énigmes de l'histoire économique. Deux, il permet de remettre à plat certaines idées reçues. Et trois, il permet de repenser l'avenir du capitalisme. D'accord? Donc, je vais mentionner quelques énigmes historiques. Le premier, c'est le décollage industriel. Alors, le décollage industriel, on sait que, notamment dû aux travaux de Madison, qu'en fait, il y a pu avoir des épisodes de croissance temporaire ici ou là, mais la croissance réellement au niveau mondial, la croissance du PIB par habitant, vous voyez, eh bien, elle se met à décoller en 1820. Ça commence en Angleterre, et puis après, ça atteint l'Europe continentale, la France, puis les États-Unis. Mais le décollage a lieu, eh bien, en 1820. Et la question, c'est pourquoi en 1820 et pourquoi en Europe et pourquoi pas en Chine, où il y a eu beaucoup d'inventions depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, d'accord, ou dans d'autres parties du monde. Eh bien, là, le chapitre 2 du livre traite de cette question et notamment Joël Mokyr, qui est un historien de la croissance, eh bien, vous donne l'énigme et son explication, elle est totalement en phase avec le paradigme schumpeterien, le modèle Aghion-Howitt. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il faut de l'innovation cumulative, que ce que vous dit Mokyr, c'est qu'effectivement, il y a des institutions qui permettent l'innovation cumulative en Europe. Il y a notamment l'encyclopédie qui codifie le savoir. Donc, en Angleterre, il y a l'Encyclopædia Britannica. Et puis, en France, il y a l'encyclopédie de Diderot qui codifie le savoir et qui donc rend beaucoup plus facile pour des nouveaux innovateurs de s'appuyer sur les savoirs existants pour innover sur la base des innovations précédentes. Il y a également l'université qui est assez libre et ouverte et qui également permet de prendre connaissance des dernières découvertes de la science, etc. La deuxième condition, c'est qu'il faut protéger les droits de propriété sur l'innovation parce que sinon, les innovateurs ne sont pas récompensés du fruit de leur innovation. Donc, il faut pouvoir protéger les rentes d'innovation. Et là, eh bien, en Angleterre, c'est la Révolution glorieuse qui a permis de neutraliser le pouvoir en partie de l'aristocratie et de permettre de garantir les droits de propriété, notamment sur les commerçants et les capitalismes en croissance. Et en France, c'est la Révolution française et Napoléon qui a permis de limiter le pouvoir de l'aristocratie et de protéger les droits de propriété. Ça, c'est très important. Sinon, il n'y aurait aucune garantie pour un innovateur de recueillir le fruit de son innovation. Et puis, la troisième chose, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations rendent les autres technologies, les vieilles technologies obsolètes. Eh bien, en Chine, dès qu'il y avait quelqu'un qui veut innover, un innovateur, l'empereur craignait pour son pouvoir et brimait l'innovateur. Tandis qu'en Europe, eh bien, si on brime un innovateur ou un inventeur en France, il peut aller se réfugier en Suisse, en Prusse, en Angleterre, et qui sont des pays concurrents. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a la concurrence entre pays, et cette concurrence permet de soutenir la destruction créatrice. Donc tout ça vous explique pourquoi en Europe, en 1820, début du 19e siècle, existaient les conditions pour le décollage de la croissance. Donc vous voyez, la décroissance, c'est un phénomène très très récent qui date d'il y a à peine 200 ans, et ça se passe en Europe parce qu'il existe les conditions pour que ces trois choses aient lieu: innovation cumulative, protection des droits de propriété sur l'innovation et destruction créatrice. Une seconde énigme, c'est la stagnation séculaire. Eh bien, on sait que la croissance de la productivité, TFP, c'est productivité globale des facteurs, elle s'est mise à décliner aux États-Unis depuis les années 2000, après avoir augmenté. Et c'est très, très curieux parce qu'il y a la révolution des technologies d'information et de l'intelligence artificielle qui, normalement, devrait permettre eh bien, de stimuler la croissance considérablement. Alors, pourquoi il y a cette stagnation séculaire? Elle a surtout lieu dans les secteurs qui produisent des technologies de l'information, la courbe en noir, et elle a lieu dans les secteurs qui utilisent les technologies d'information, c'est la courbe en gris. Et en fait, on explique dans le chapitre 6 du livre que eh bien, c'est les firmes superstars, les GAFAM notamment, qui se sont développées à la faveur des technologies d'information. Donc ça explique la croissance que vous avez là, hein, ou la croissance que vous avez ici ou là. Ça a été la croissance de ces entreprises, mais une fois qu'elles ont envahi tous les secteurs de l'économie, elles ont brimé l'innovation des autres. Et on peut voir, d'ailleurs, je vais vous montrer sur un graphique très parlant, l'innovation des autres est brimée. Voilà, j'y arrive maintenant. Voilà, vous voyez que là, je regarde le taux d'entrée de nouvelles entreprises aux États-Unis et vous voyez que depuis les années 2000, eh bien, il y a un déclin de l'entrée de nouvelles entreprises innovantes parce que ce sont ces entreprises superstars qui briment l'entrée de nouvelles entreprises. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut
changer la politique de concurrence et adapter la politique de concurrence à l'ère du digital pour mettre un terme à la stagnation séculaire. Mais vous voyez, la différence, c'est que Schumpeter aurait dit c'est une fatalité, ou un Robert Gordon aurait dit la stagnation séculaire, il n'y a rien à faire. Et nous, on dit dans le livre, non, il y a à faire. Si on a une bonne politique de concurrence aux États-Unis, on peut mettre un terme à la stagnation séculaire et restimuler à nouveau l'entrée de nouvelles entreprises innovantes et stimuler ainsi la croissance. Une autre énigme, c'est celle des trappes intermédiaires, c'est-à-dire que, vous voyez, l'Argentine, si on voit le PIB par tête de l'Argentine entre 1870 et 1930, il est à peu près une fraction constante du PIB par tête américain. Donc, ça veut dire que l'Argentine a une croissance soutenue entre 1870 et 1930, qui est la même croissance que les États-Unis, puis ensuite l'Argentine décline. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, et ça c'était le même syndrome pour la Corée ou pour d'autres pays, eh bien, il y a une période, ce qu'on appelle de rattrapage, où on croit en imitant les technologies plus avancées, mais ce qui se passe, c'est que pendant cette période de rattrapage se développent des conglomérats, un peu comme Schumpeter craignait, des gros conglomérats, qui s'opposent ensuite au nécessaire passage à des institutions qui vont favoriser l'innovation à la frontière. Parce qu'il y a deux manières de faire de la croissance. On peut innover en rattrapant les technologies avancées, ou on peut croître en rattrapant les technologies avancées, ou on peut croître en innovant à la frontière, en innovant sur soi-même. Or, les technologies, les institutions qui permettent l'innovation à la frontière ne sont pas les mêmes institutions que celles qui permettent le rattrapage. S'il s'agit d'avoir de l'innovation à la frontière, la concurrence en particulier, c'est très important, parce que j'innove pour faire mieux que le concurrent. Et ça, c'est vraiment, la concurrence, c'est par exemple un élément très important c'est une institution qui est très importante pour favoriser l'innovation à la frontière technologique. Tandis que si je suis dans un processus de rattrapage, ce n'est pas très grave de ne pas avoir beaucoup de concurrence. Par exemple, si je veux faire de la croissance basée sur l'innovation à la frontière, c'est très important d'avoir de très bonnes universités et notamment de très bons programmes doctoraux. C'est moins grave de ne pas les avoir si je fais de la croissance par rattrapage. Si je fais de l'innovation à la frontière, c'est très important d'avoir du capital risque, un système de financement par action tandis que si je suis dans le rattrapage, eh bien, le financement bancaire suffit. Vous voyez, donc il y a toute une série d'institutions qui sont très importantes pour aller à l'innovation à la frontière, qui sont moins importantes pour le rattrapage. Et ce qui se passe malheureusement, c'était maintenant le cas en Corée, pendant la période de rattrapage se développent des gros conglomérats qui non seulement inhibent l'entrée de nouvelles firmes innovantes, mais également font pression sur les gouvernements pour qu'ils ne changent pas leurs institutions et notamment pour qu'ils n'introduisent pas davantage de concurrence qui serait la manière de favoriser l'innovation à la frontière. Donc non seulement les gros conglomérats bloquent l'entrée de nouvelles entreprises, mais également ils font pression sur les gouvernements pour qu'ils ne modifient pas leurs institutions, pour passer d'institutions qui sont bonnes pour le rattrapage à des institutions qui favorisent l'innovation à la frontière. Voyez, donc là, c'est à nouveau le dilemme Schumpeter. Et alors, la deuxième, c'est l'innovation-inégalité. Peut-être que là, Frédéric, on s'arrêtera là et que peut-être on peut discuter déjà un peu. La relation, donc, je termine sur inégalité-innovation. Innovation-inégalité, on sait qu'il y a eu une augmentation depuis les années 80 de la part des revenus des 1% qui gagnent le plus, que j'appelle ici Top 1% Income Share. Ça, c'est les travaux notamment de Piketty, Saez, Atkinson. Donc, c'est indéniable que aux États-Unis, mais dans tous les grands pays développés, la part des revenus du top 1% s'est mise à beaucoup augmenter depuis les années 80. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre quelle est la source. Or, nous, on explique dans le chapitre 5 du livre qu'il y a plusieurs sources. On peut être Steve Jobs ou Carlos Slim. Steve Jobs devient riche parce qu'il innove et il crée Apple. Monsieur Skype devient riche parce qu'il crée le Skype. Mais on peut être riche aussi parce qu'on fait du lobbying. On met des barrières à l'entrée. Donc ça, c'est monsieur Carlos Slim au Mexique qui est riche parce qu'il est à la tête du monopole des télécommunications, qui est un monopole peu régulé et qui lui permet d'avoir beaucoup de rente. Donc, ce n'est pas la même source d'innovation. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant de comprendre qu'il y a plusieurs manières d'être parmi le top 1% ou le top 0,1%. D'accord ? Et ça n'a pas les mêmes conséquences parce que l'innovation, elle, on peut montrer que c'est vrai que l'innovation, quand vous innovez, ça vous permet d'accéder en haut de l'échelle des revenus, hein, mais en même temps, donc on voit ici le lien, la courbe en continu, c'est le lien entre l'intensité d'innovation et la part des revenus du top 1% dans un État américain.
mais ça pourrait être aussi entre pays, plus un pays ou une région est innovante, plus la part des revenus du top 1% est élevée. Et on montre que c'est un lien causal. Voilà, donc ça, c'est dans le chapitre 5 qu'on l'explique. Mais si on regarde l'effet de l'innovation sur une mesure plus globale d'inégalité, qui est le Gini, qui est l'écart à l'égalité parfaite, on voit qu'il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Parce que l'innovation, c'est vrai que d'un côté, elle augmente la part du top 1%, mais l'innovation, elle a un effet qui, lui, est très bon pour réduire les inégalités, c'est que l'innovation crée de la mobilité sociale. Vous voyez, là, c'est entre zones d'emploi américains, mais si je fais une courbe droite, on voit un lien très nettement positif entre l'innovation et la mobilité sociale. Pourquoi? Parce que l'innovation, c'est la destruction créatrice, et l'innovation par les nouveaux qui remplacent les anciens, c'est une source de mobilité sociale. Il y a une autre raison pour laquelle c'est vrai, c'est que les entreprises innovantes créent davantage d'emplois. Là, je regarde l'évolution du salaire d'un travailleur peu qualifié. Dans une entreprise innovante, c'est la courbe en continu. Dans une entreprise pas innovante, c'est la courbe en pointillé. Et vous voyez que les entreprises innovantes payent mieux les travailleurs peu qualifiés et en plus leur donnent des perspectives d'augmentation de salaire avec la durée dans l'entreprise qui est bien meilleure que les entreprises pas innovantes. Donc, vous voyez, donc l'innovation est un facteur de mobilité sociale. C'est pour ça qu'au total, l'innovation, c'est très bien parce que ça crée de la croissance. C'est vrai que ça augmente l'inégalité en haut de la distribution des revenus, mais d'un autre côté, comme ça augmente la mobilité sociale, ça n'a pas d'effet sur l'inégalité globale. Par contre, si au lieu de l'innovation, je mettais le lobbying, eh bien le lobbying a tout mauvais. Le lobbying, ça réduit l'entrée de nouvelles entreprises innovantes, donc le lobbying est mauvais pour la croissance. Donc ça, c'est pas bon. Deux, le lobbying réduit la mobilité sociale parce que ça réduit l'innovation par de nouveaux entrants, qui est une source de mobilité sociale. Donc, en fait, le lobbying augmente non seulement l'inégalité en haut si j'avais mis lobbying là, les États américains ou les pays qui font plus ou moins de lobbying, eh bien, non seulement le lobbying aussi augmente la part du top 1%, mais le lobbying aussi augmenterait le Gini. Vous voyez, au lieu que la courbe soit plate, la courbe en pointillé, que si j'avais mis lobbying, elle serait elle-même croissante. Donc, vous voyez, il y a deux sources d'inégalité en haut de l'échelle de revenus. Il y a l'innovation qui est une bonne source, et il y a le lobbying et les barrières à l'entrée qui sont une mauvaise source. Donc, il faut savoir, quand on lutte contre les inégalités, distinguer le bon grain de l'ivraie, distinguer eh bien, la rente d'innovation de la rente de situation. Et on ne doit pas les traiter de la même manière. Voilà. Alors, dernière chose, c'est que donc, je ne suis pas contre les riches a priori, surtout quand ils deviennent riches par l'innovation. Ceci dit, il faut toujours faire en sorte que les richesses ne soient pas utilisées pour empêcher de nouvelles innovations. Et là, alors, la politique fiscale joue un rôle, mais également la politique de concurrence et également les réglementations de financement des campagnes politiques pour que les entreprises riches ou les gens riches ne puissent pas biaiser le système politique. Et la concurrence, c'est pour qu'ils ne puissent pas biaiser la concurrence dans le pays et ne pas empêcher de nouvelles entreprises innovantes. Vous voyez, dans la manière de regarder le lien entre inégalité, c'est très important quand je regarde le lien entre inégalité et croissance, de mettre l'innovation au cœur de cette analyse et de distinguer entre rente d'innovation et rente de situation, distinguer entre Steve Jobs et Carlos Slim. C'est très important, c'est ce que ne font pas d'autres personnes qui parlent d'inégalité. Alors, je crois peut-être qu'on s'arrête là, Frédéric. On peut commencer à discuter, puis après, je ferai la deuxième partie. Absolument, merci beaucoup, Philippe. Donc, en effet, toutes vos questions sont les bienvenues. Alors, spontanément, j'en ai une ou deux qui me vient à l'esprit. Tu parles de lobbying, et tu parles d'État, et tu parles de trappes appauvissantes. Ça nous rappelle Azariadis Drazen. Si on revient par le passé, il y a une cinquantaine d'années, au milieu des années 60, et à l'échelle macro cette fois, 4 pays ressortaient du lot, l'équivalent de nos BRICS actuels. Il y avait déjà le Brésil, l'Argentine, mais aussi l'Iran et l'Algérie. Donc, au-delà du lobbying qu'on peut faire correspondre à des stratégies que je dirais microéconomiques, est-ce que le positionnement d'un État, je pense en particulier à l'Algérie et à l'Iran, donc en tant qu'acteur macro, peut contribuer en mettant de côté l'économie de marché, quelque part à s'auto-appauvrir et donc faire les mauvais choix stratégiques à l'échelle nationale. Non, et donc connaître une trajectoire oui, malheureusement appauvrissante. Oui, alors en fait, ce qui est passé avec l'Algérie, c'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. En anglais, on dit on dit resource curse. C'est la malédiction
des ressources naturelles. C'est-à-dire que l'Algérie, elle est riche en ressources naturelles et les ressources naturelles de l'Algérie ont nourri la corruption dans ce pays et ont fait que l'Algérie n'a pas été incitée à se doter des institutions qui favorisent la croissance. Voilà. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a une pyramide de la corruption. Et en fait, cette pyramide de la corruption eh bien, crée des barrières à l'entrée, inhibe l'initiative, inhibe l'innovation. Et la chance de la Norvège, c'est qu'ils ont découvert les ressources pétrolières très tard, quand ils avaient déjà de bonnes institutions. Mais malheureusement, le plus souvent, eh bien, les pays découvrent trop tôt les richesses naturelles. La Russie a le même problème d'ailleurs, qui fait que, eh bien, ils n'ont pas l'incitation à innover et ils vivent sur leurs richesses sans se rendre compte qu'un jour, ça ne marchera plus. On aura moins recours eh bien, à l'énergie fossile. Et donc, ça va être un gros problème pour des pays comme l'Iran et l'Algérie, évidemment. Hein. Donc, le problème, c'est ça. C'est qu'à cause de ces ressources, ils nourrissent un système de corruption. Et la corruption est exactement tout ce qui empêche l'innovation. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, je dirais aussi qu'il y a cette problématique à l'échelle des États. Et là, on revient aux systèmes politiques en place. Or, on sait que quelqu'un comme Robert Barrault a pu démontrer qu'a priori, sur longue période, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à ce qu'on pourrait espérer, il n'y avait pas de corrélation franchement positive entre démocratie et croissance. Et en lien peut-être avec justement le fait que certains pays sont dotés en ressources naturelles très fortes et non pas un système démocratique. Alors, je pense que oui, le problème de Barrault, d'abord, je ne voudrais pas dire j'aime bien Barrault, mais je ne pense pas que le travail qu'il a fait sur la croissance va rester longtemps. Voilà. Je pense je respecte beaucoup ce qu'il a écrit sur l'équivalence ricardienne, il a fait beaucoup de travaux. Je ne pense pas grand-chose de son travail sur la croissance, voilà, pour être totalement honnête. Parce que c'est des régressions, vous voyez, qui ne sont pas causales. C'est des régressions que maintenant, on n'accepterait pas, même dans un journal très médiocre d'économie, parce que c'est des corrélations entre pays et il n'y a aucune causalité là-dedans. Les corrélations, elles peuvent avoir des causalités doubles. Il peut y avoir un troisième élément qui explique les deux parties de la corrélation. Normalement, ce qu'on fait maintenant, pour montrer une causalité, on essaye de trouver ce qu'on appelle une variable instrumentale. Les régressions de Barrault n'ont aucune variable instrumentale. Donc, si vous voulez, maintenant, ça ne veut rien dire, les corrélations. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il faut en tout cas essayer de montrer qu'il y a quelque chose de causal derrière. Et malheureusement, il ne montre pas. Et l'autre problème avec Barrault, c'est que, si vous voulez, on sait que, par exemple, la démocratie, je n'ai pas des diagrammes avec moi ici, mais c'est dans le livre. Si vous regardez dans le chapitre, dans le 4 ou le chapitre 7, en fait, la corruption devient de plus en plus une barrière, ou l'absence de démocratie devient de plus en plus une barrière à la croissance, plus le pays devient un pays avancé. Vous voyez, je veux dire. Donc, pour un pays qui n'est pas frontière, si c'est une croissance de rattrapage, à la limite, la démocratie, ce n'est pas un problème qu'il n'y en ait pas. Moi, je suis toujours pour qu'il y en ait de toute façon, évidemment. Hein. Mais la démocratie devient un gros problème, un gros frein. L'absence de démocratie devient un gros frein à la croissance, plus un pays ou une industrie est proche de la frontière technologique. Pourquoi? Parce que plus un pays ou une industrie est proche de la frontière technologique, plus c'est l'innovation à la frontière qui devient le moteur de la croissance. Or, l'innovation à la frontière a besoin de concurrence. Et la concurrence a besoin de démocratie. Si vous n'avez pas la démocratie, à ce moment-là, les entreprises en place peuvent très facilement empêcher de nouvelles entreprises d'arriver et bloquer la concurrence. Et c'est pour ça que ça devient, plus un pays est avancé ou un secteur est avancé, plus sa croissance bénéficie de démocratie. Voyez, donc ça, voilà. Et ça, c'est la théorie qu'il n'a pas. Comme il n'a pas développé la théorie derrière, et il n'a pas, dans les régressions, essayé de montrer le lien causal entre corruption ou non-corruption, concurrence. Et moi, j'ai passé, sur le lien entre concurrence et croissance, j'ai passé 15 ans de ma vie à montrer, notamment avec Blondel, et c'est le chapitre 4 du livre, notamment, la relation causale entre concurrence et croissance, que plus un pays ou une région est avancé, est proche de la frontière technologique, plus eh bien, la concurrence stimule la croissance par l'innovation. Et si on reste sur ce point du rôle de la qualité des institutions, des régimes politiques, est-ce que le régime autoritaire chinois, si on peut le qualifier ainsi,
est un cas à part. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la Chine, bien que n'étant pas démocratique, génère de l'innovation. Alors, comment la Chine fait? Et effectivement, c'est très intéressant. Alors, ils jouent un peu la concurrence entre régions. Ils ont fait un peu jouer la concurrence entre régions. Ils s'appuient également sur la concurrence mondiale. C'est vrai que la concurrence mondiale les aide. Mais c'est un cas intéressant où, bien qu'il n'y ait pas de démocratie, ils arrivent à innover quand même. Alors, ils ne sont peut-être pas l'innovation absolument frontière, mais ils arrivent quand même à faire de l'innovation. Alors, ils le font parce qu'ils investissent énormément dans la recherche, dans la R&D. Ils mettent beaucoup, beaucoup de moyens. Ils envoient beaucoup de chercheurs aux États-Unis, notamment, pour essayer de collaborer et de s'approprier les technologies. Et ce qui s'est passé avec la Chine, mais la Chine était quand même une croissance de rattrapage beaucoup. C'est-à-dire que la Chine, elle s'est ouverte et comme c'était un pays où il y avait un bon niveau d'éducation, ils ont pu absorber avec le commerce international, l'entrée de la Chine dans l'organisation du commerce et le fait d'attirer beaucoup d'investissements directs, eh bien, a permis à la Chine de s'approprier les technologies avancées. Donc la croissance de la Chine est beaucoup une croissance quand même encore de rattrapage qui tire parti du fait qu'ils ont un bon niveau éducatif et qu'ils se sont insérés dans le système économique international et qu'ils ont pu donc s'approprier des technologies plus avancées. Alors, c'est vrai qu'il y a des domaines où ils sont à la pointe maintenant, bien qu'ils ne sont pas un pays démocratique. Donc ça, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, malgré le fait qu'ils ne soient pas démocratiques, ils arrivent quand même à innover, mais ils ne sont pas quand même frontières. Vous voyez, la Chine n'est quand même pas du tout au niveau des États-Unis, mais ils arrivent à tirer parti de la liberté ailleurs. Vous voyez, donc ils n'ont pas la liberté chez eux, mais ils arrivent à tirer parti quand même de la liberté ailleurs. Mais c'est quand même encore un pays en rattrapage. Donc la Chine n'est quand même pas un pays qui est innovant comme les États-Unis, mais c'est vrai que c'est assez remarquable que bien qu'il n'ait pas la démocratie, ils aient quand même réussi à aller aussi loin qu'ils ont été. Donc ça, c'est intéressant. Alors la corruption, il faut savoir aussi que la Chine, ce n'est pas un pays complètement autocratique. Alors peut-être maintenant avec Xi Jinping, ça va le devenir, mais c'est un pays, c'est une sélectocratie, vous voyez. C'est assez spécial, la Chine. Ce n'est pas le pouvoir d'un seul homme. Alors c'est vrai que maintenant avec Xi Jinping, ça va peut-être devenir davantage le pouvoir d'un seul homme. Alors, on va voir s'il reste aussi innovant qu'avant, mais c'est une sélectocratie où ils ont des moyens de lutter contre la corruption. Ils essayent de lutter contre la corruption à leur manière. Je ne recommande pas du tout la méthode chinoise, mais c'est une sélectocratie. Jusqu'à maintenant, il y avait quand même, on ne pouvait pas rester leader trop longtemps. Alors maintenant, peut-être Xi Jinping, lui, va pouvoir pérenniser son pouvoir, mais peut-être qu'il y aura des effets négatifs sur la croissance par l'innovation de cette pérennisation. Donc c'est intéressant l'exemple chinois. Alors un rebond aussi sur ton dernier point, inégalité et revenus, pour faire un clin d'œil au concours d'agrégation de sciences économiques et sociales qui s'est tenu la semaine dernière. J'ai posé comme sujet en composition d'économie, peut-on stimuler l'innovation et la croissance tout en réduisant les inégalités de revenus? À la fois innovation et croissance tout en réduisant les inégalités de revenus. Et donc évidemment, en faisant le corrigé, je suis revenu sur la courbe de Kuznets. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette courbe en lien ou à la lumière des travaux empiriques récents que tu as pu mener? Écoute, d'abord, c'est vrai que je pense que les travaux de Piketty, Saez, etc., sur le top 1%, mettent à mal la courbe de Kuznets, puisque la courbe de Kuznets, c'était l'idée que le capitalisme, dans une phase initiale, génère des inégalités et ensuite les inégalités se réduisent. Et c'est vrai que jusqu'aux années 70-80, on avait la vision de la courbe de Kuznets, c'est-à-dire que, en gros, les inégalités avaient beaucoup augmenté dans les premiers moments du capitalisme, c'est-à-dire entre 1820 jusqu'à peut-être 1930 ou je ne sais pas, 1940, et puis de 1930, je ne sais pas de quand, enfin de 1920 jusqu'à 1970, elles tendaient à se réduire. Donc les gens croyaient beaucoup dans la courbe de Kuznets. Et une manière d'expliquer la courbe de Kuznets, c'était la transition d'une économie rurale à une économie industrielle. On dit au début, tout le monde travaille au champ, et puis tout d'un coup, il y a la naissance de l'industrie. Il y en a qui peuvent partir à la ville, d'autres qui ne partent pas. Ceux qui partent à la ville gagnent mieux, donc l'inégalité augmente. Mais après, de plus en plus de gens vont à la ville, et ça crée des effets de congestion, et ça fait que finalement, les inégalités finissent par se réduire. C'était un peu ça la vision de Kuznets. Alors évidemment, quand on a vu les inégalités, la part du top 1% réaugmenter depuis les années 80, on s'est dit, ah, Kuznets, ce n'est pas le bon truc. Moi, je vois les choses un peu autrement, mais ça m'amène à ce que je dirais tout à l'heure. Je pense qu'on peut tout à fait devenir plus innovant
en réduisant les inégalités. Par exemple, je dirais tout à l'heure, mais ça je reviendrai là-dessus parce que vous en anticipe, Frédéric, sur ce que je dirai tout à l'heure, mais il y a au moins 3 leviers qui permettent à la fois de devenir plus innovants et de réduire les inégalités. Le premier levier, c'est la flexi-sécurité sur le marché du travail. Donc, j'expliquerai ce que c'est que la flexi-sécurité. C'est un système d'assurance chômage avec formation, avec très bonne formation. Donc, ça, c'est un levier, le système danois notamment. Le deuxième levier, c'est l'éducation, très important. L'éducation vous rend plus innovant en augmentant la mobilité sociale et donc en réduisant les inégalités. Et le troisième levier, c'est la concurrence. Donc, je parlerai tout à l'heure de ces 3 leviers. Voilà 3 leviers qui vous permettent à la fois d'augmenter la croissance par l'innovation et également de réduire les inégalités. Donc, voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, merci. Juste pour poursuivre quelque peu, sans trop déflorer la seconde partie qui nous attend, moi, j'ai été relativement étonné des analyses empiriques, même récentes, qui ne démontraient pas de lien, en tout cas de causalité, comme tu l'évoques, potentiellement, entre forte croissance, innovation et impact sur les inégalités, positives ou négatives. Et je n'étais pas au courant avant de quelque part m'investir dans ce corrigé de sujet d'agrégation sur un article très intéressant de Patrick Artus dans Oui. Flash Economy en 2017, qui justement lui aussi démontrait qu'il n'y avait pas de corrélation positive avérée d'une très forte croissance qu'on va qualifier de déséquilibrée, qui a une influence sur une augmentation des inégalités. Mais que sur les données récentes, donc on va dire au-delà de 2015, et Guillaume Allègre, par exemple, de l'OFCE, a tendance à dire que maintenant la relation, hélas, positive est avérée, cette croissance s'avère d'autant plus déséquilibrée aujourd'hui. Est-ce que tu serais de ceux qui tendent à confirmer cette analyse, pas empirique, j'entends, c'est-à-dire pas de lien évident jusque dans les années, on va dire 2010, et maintenant une tendance assez massive à une croissance fortement déséquilibrée parce que tirée par des monopoles d'innovation qui captent une rente plus importante. Et le deuxième point que j'ai pu voir aussi, c'est que j'ai été très étonné que depuis, on va dire 1980, si on compare l'Europe et les États-Unis, pas le top 1%, mais le top 10% et même le top 50% pour faire écho à ta classe moyenne, il y a une divergence notoire aux États-Unis et une stabilité incroyable en France de ce top 10% et de ce top 50%. Est-ce que c'est dû à l'état social, selon toi ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, je t'ai montré tout à l'heure qu'il y avait la stagnation séculaire. Donc voilà, ça va dans le sens de ce que je te dis. Aux États-Unis, la croissance a baissé et les rentes ont augmenté. Donc voilà, la croissance n'a pas augmenté aux États-Unis. Hein. Regardez là ce que j'avais dit tout à l'heure là. Hein, vous voyez, la croissance, elle est occupée à baisser aux États-Unis. Donc c'est vrai que les rentes ont augmenté et la croissance, elle a baissé. Donc c'est pas vrai que même la période récente montre bien qu'il n'y a pas un effet positif des rentes sur l'innovation parce que c'était des rentes qui en fait vont de pair avec des barrières à l'entrée aux nouvelles entreprises innovantes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la concurrence ne s'est pas adaptée et qu'il y a quelque part une réduction de la concurrence. C'est un peu ce que montre aussi Philippon. Les rentes augmentent, mais la croissance est en berne. Donc vous voyez, l'histoire récente américaine également confirme, ne va pas du tout contre l'idée d'une corrélation, vous voyez, en tout cas pas positive entre croissance et inégalité, puisqu'on a vu dans la période récente aux États-Unis la croissance baisser et les inégalités augmenter et les rentes augmenter. Donc vous voyez, voilà, c'est pour ça que j'ai des. Voilà. Il y aurait comme un effet rétroactif défavorable à la croissance. Non, c'est simplement que ce qui se passe, c'est que vous avez des grosses entreprises, des gros conglomérats, deviennent très gros, ils ont des rentes, et en même temps, ils briment, ils découragent l'entrée de nouvelles firmes innovantes. Donc vous avez là, la rente augmente et la croissance baisse. Exactement ce qui se passe. Et si vous arrivez à réformer la politique de concurrence, eh bien, vous allez réduire les inégalités en stimulant la mobilité sociale et vous allez stimuler la croissance. Alors, dernière question dans le chat avant de basculer sur la deuxième partie, plus, on va dire, d'histoire économique. Est-ce qu'il y a eu un certain nombre d'études empiriques qui ont pu quantifier
l'importance de l'exploitation du charbon, donc on va dire le rôle que peuvent jouer les énergies hier et potentiellement aujourd'hui ou demain. Mais dans les années 1820, est-ce Oui. que on a pu quantifier cet impact de l'exploitation du charbon sur la croissance et comment a-t-il diminué au fil des ans, des décennies? Alors, écoutez, je reviendrai là-dessus dans un moment. Je vais parler de la croissance verte, mais effectivement, je vous montrerai que le décollage de la température dû au charbon coïncide avec le décollage de la croissance, absolument. Donc, si on avait une vision naïve de la lecture, si on avait une lecture naïve de l'histoire économique des 2 siècles derniers, on dirait, mais oui, il faut la décroissance. Mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Il y a totalement cette courbe-là, que je reviendrai sur ça, c'est-à-dire que, en fait, vous regardez, ça c'est le décollage de la température, et vous voyez que ça coïncide avec le décollage de la croissance. La température à peu près constante, et elle décolle là, la température. Donc, certainement, la révolution industrielle et qui a en fait stimulé cet essai de la machine à vapeur, elle a fait monter la température, absolument. Donc, si vous voulez, et pourquoi? Parce que c'est le charbon au départ, absolument. Donc, si on a une lecture naïve, on dit, ben voilà, vous l'avez dit, c'est la croissance qui est responsable des émissions de CO2. Historiquement, c'est totalement juste. Mais pour autant, on te laisse toute la place pour la deuxième partie voilà. et l'avenir du capitalisme. Voilà. C'était déjà une manière de commencer à, voilà, à ce qu'on appelle en anglais un teasing. Voilà. On passe à la deuxième partie? Tout à fait. D'accord. Alors, je disais que la deuxième chose qu'on fait dans le livre, c'est de secouer quelques idées reçues. La première idée, c'est taxer les robots protège l'emploi. Non. Dans le chapitre 3, on montre que les entreprises qui automatisent, elles créent des emplois. Pourquoi? Alors, c'est vrai que l'automatisation, a priori, c'est le remplacement d'hommes par des machines. Mais en fait, ces entreprises qui automatisent, elles deviennent plus productives. Vous voyez, les prix à l'export baissent. Et parce qu'on devient plus productif et donc on devient plus compétitif et donc le chiffre d'affaires augmente. Et donc ces entreprises ont une demande mondiale qui augmente et du coup, elles peuvent embaucher davantage. Donc taxer ces entreprises qui robotisent, c'est les empêcher de se mettre en situation d'embaucher davantage. Donc c'est une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution de travail par le capital. Et ça explique qu'aucune des grandes révolutions technologiques, que ce soit la machine à vapeur dans 1820, que ce soit l'électricité en 1920 et que ce soit la révolution maintenant d'éthique et d'intelligence artificielle, n'a conduit pour le moment à du chômage de masse. On n'observe absolument pas le chômage de masse parce qu'à chaque fois, l'effet de productivité est là pour contrecarrer l'effet de substitution. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'impôt est le seul levier pour rendre la croissance plus inclusive. Je vous montrerai dans un moment que la concurrence, l'éducation sont des moyens également de rendre la croissance plus inclusive, mais ça, j'y reviens tout à l'heure. D'accord? La troisième idée, c'est que le protectionnisme est la meilleure façon de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, là, on regarde dans les produits Covid, c'est le chapitre 13 du livre, eh bien, on regarde l'Allemagne et la France. Eh bien, dans les produits Covid, là, c'était masques, tests et respirateurs. Au début des années 2000, l'Allemagne était un peu mieux que nous. Alors, les triangles, c'est les exports. Les ronds, c'est les imports. Les courbes en noir, c'est l'Allemagne. Et les courbes en gris, c'est la France. Vous voyez que l'Allemagne est un peu meilleure que nous en 2002, mais maintenant, ils sont bien meilleurs que nous. Et ils ont un surplus de 20 milliards d'euros sur les produits Covid. Et nous, en France, on a stagné parce qu'on a en fait délocalisé et on n'a aucun surplus. Et on voit d'ailleurs, on est au courant, on sait qu'on a de très mauvais chiffres en termes de déficit commercial de français, mais c'est parce qu'on a moins innové. Et d'ailleurs, on voit que le déficit. Donc, les Allemands, ils ont réussi cette performance, pas du tout en faisant des guerres de tarifs, en s'engageant dans des guerres commerciales, mais en faisant de l'innovation. C'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Et quand on regarde ici, eh bien, vous voyez que là, c'est la distance de la France par rapport à la frontière technologique en matière de technologie médicale et de pharmacie. Et je mesure la frontière technologique en termes de nombre de brevets triadiques. Les brevets triadiques, c'est des brevets qui sont de très bonne qualité. Ils sont brevetés à la fois en Europe, au Japon et aux États-Unis. Et en fait, la France était tout près de la frontière que je représente en pointillé en 95. Et vous voyez, dans ces domaines, on s'est éloigné en termes d'innovation. Mais c'est vrai dans tous les secteurs, excepté le nucléaire et l'aéronautique. La France a dégradé sa position
en innovation et ça préfigure la dégradation de la position française en matière de commerce international. Donc la meilleure manière de regagner le contrôle des chaînes de valeur et de reprendre notre rang international, c'est d'innover. Et si par contre on faisait une guerre de tarifs, eh bien, les pays destinataires eh bien, évidemment répliqueraient en nous fermant des marchés d'exportation. Et en nous fermant des marchés d'exportation, ils réduiraient les rentes à nos innovations et ça découragerait notre innovation. Et donc, ça nous empêcherait de reprendre le contrôle des chaînes de valeur. On se tirerait une balle dans le pied en ayant une politique protectionniste. C'est pas du tout, c'est là que certains partis ou certains leaders politiques ont tort. Ce n'est pas par le protectionnisme qu'on conquiert la maîtrise des chaînes de valeur, c'est par l'innovation. Et il faut reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur par l'innovation. Voilà, ça c'est une autre idée et c'est tout le chapitre 13 du livre. La dernière idée, enfin l'idée où je voudrais parler, c'est la décroissance et la solution au réchauffement climatique. Comme je vous l'ai dit, effectivement, historiquement, c'est vrai que le décollage de la température coïncide avec le décollage de la croissance, hein, mais est-ce qu'il faut revenir à avant 1820 et là, c'est pareil pour la Chine et l'Inde. Vous voyez que en termes d'émissions de CO2, la Chine et l'Inde décollent au moment où la croissance dans ces pays décolle. C'est vrai. Mais est-ce qu'il faut pour autant revenir à avant? Non, parce que ça nous a permis d'augmenter notre espérance de vie, notre qualité de vie. La croissance nous a donné la prospérité qui nous permet de vivre beaucoup mieux que nous vivons avant. Le plus pauvre des Français vit mieux que Louis XIV, parce qu'il a accès à des soins de santé. Voilà. Et donc ça, c'est la croissance. Et donc la croissance, c'est la croissance des utils, de la qualité de vie. On a connu une expérience de décroissance. Malheureusement, on était obligé d'en passer par là avec le premier confinement. Hein, on a été obligé de confiner entre mars et juin 2020. Le PIB français a baissé de 35%. Les émissions de CO2 ont baissé de 8%. Si on se reposait uniquement sur la décroissance pour s'attaquer au problème du réchauffement climatique, ça veut dire qu'on devrait maintenir la France en permanence sous le régime du premier confinement. Mais on connaît les dégâts psychologiques considérables que ça a causé, notamment chez les jeunes, le premier confinement. Donc, il n'est pas question de retourner en permanence au premier confinement. On était obligé de le faire à ce moment-là. Mais personne, on deviendrait fou si on était en premier confinement permanent. Hein. Donc, l'autre manière, c'est l'innovation verte. Et vous voyez, là, on représente les brevets polluants en pointillés, les brevets verts. Mais en fait, là, je m'arrête en 2005. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un rattrapage, en fait, des brevets polluants par les brevets verts. Alors, le problème, c'est que les entreprises n'innovent pas spontanément dans les technologies vertes. Si elles ont innové beaucoup dans les technologies polluantes dans le passé, elles tendent à innover davantage dans les technologies polluantes dans le futur. Et c'est pour ça que d'abord la destruction créatrice vous aide, parce qu'évidemment les nouveaux entrants, eux, n'ont pas ce problème, ce qu'on appelle de dépendance au sentier, ils n'ont pas ce problème d'être tenus par ce qu'ils ont fait avant, puisqu'il n'y avait pas de avant pour ces entreprises, elles sont entrantes. Hein. La deuxième chose, c'est qu'évidemment l'État peut jouer un rôle très important pour rediriger le changement technique des entreprises vers les technologies vertes avec la taxe carbone, mais également avec la politique industrielle verte et avec la subvention à l'innovation verte. Et également un levier très important, c'est les consommateurs. Les consommateurs poussent les entreprises à innover dans le vert, d'autant plus dans des environnements plus concurrentiels, parce qu'à ce moment-là, Frédéric peut décider que lui, il innove dans le vert, mais si c'est moi qui suis le seul producteur, eh bien que moi je me moque des consommateurs s'ils ont envie ou pas de technologie verte, s'ils sont obligés d'acheter chez moi, je n'innove pas dans les technologies vertes, mais si Frédéric vient comme concurrent et que lui il est vertueux et que lui il innove dans les technologies vertes, eh bien moi, même si je m'en moquais, eh bien à cause de la concurrence avec Frédéric, ça va m'obliger moi aussi à innover dans les technologies vertes. Eh bien la concurrence combinée avec le fait, la motivation des consommateurs, ça a le même effet que 3 fois l'augmentation du prix du carbone qui a provoqué les gilets jaunes. Vous voyez, l'augmentation du prix du carbone a provoqué les gilets jaunes. Eh bien, ce qu'on peut faire avec la concurrence associée à la pression des consommateurs, ça équivaut à 3 fois l'augmentation du prix du carbone. Vous voyez, là encore un levier formidable d'innovation verte. Et donc, on décrit tout ça dans le chapitre 9. On parle également de transition énergétique, parce que moi, je pense évidemment qu'il faut garder le nucléaire et qu'il faut évidemment en même temps investir dans les technologies vertes, éolien, photovoltaïque, éolien, dans d'autres domaines, notamment la fusion nucléaire ou l'hydrogène, etc., mais tout en gardant le nucléaire pendant un bon moment et gérer donc cette source d'énergie qui est la fission. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est la fission nucléaire. On voudrait aller vers la fusion nucléaire, mais il faut évidemment gérer quand même nos centrales nucléaires, ne pas les fermer pour le moment,
tant qu'on n'a pas vraiment des manières économes de produire de l'énergie verte par ailleurs. Voilà, donc ça, c'est toute la problématique du chapitre 9. Donc, en tout cas, la décroissance n'est pas la solution face au réchauffement climatique, c'est l'innovation verte avec tous les leviers dont nous disposons pour stimuler l'innovation verte. Voilà. Tu parles un petit peu du rôle joué par la demande, en particulier certains innovateurs pionniers qui ont potentiellement le pouvoir d'achat qui va bien pour acheter donc des produits nouveaux qui au départ sont plus chers. Mais est-ce que tu considères que les modèles récents néo-schumpeteriens auxquels tu contribues ne sont pas encore trop technologie push et pas assez demand pull pour intégrer un certain nombre, quelque part, de consommateurs et de nouvelles innovations plus en lien avec les attentes de la population, en espérant que les économies d'échelle finissent par rendre ces produits accessibles pour tous. Ben, en fait, non, d'abord les modèles, donc le modèle schumpeterien que j'ai élaboré avec Howitt, et ben après on a des disciples, puisque c'est nous qui avons démarré le modèle schumpeterien, il n'y en avait pas avant nous. En fait, les tailles de marché, c'est très important. Quand j'ai parlé, et ça tout le chapitre 13, quand je parle du fait que quand je perds des marchés d'export, j'innove moins, c'est exactement des effets de demande. Vous voyez? Et quand j'ai parlé également de l'automatisation, pourquoi l'automatisation crée de l'emploi? Parce que les firmes qui automatisent, elles deviennent plus productives et du coup, elles augmentent leur marché mondial. Et donc, c'est des effets de taille de marché. Donc, c'est des effets de demande. Donc, et la demande est cruciale, évidemment. Ce n'est pas du tout contre la demande. Évidemment que les entreprises produisent pour une demande, pour servir une demande. Donc, à la fois, quand je montre que l'automatisation ne conduit pas à des réductions d'emplois, ça repose sur un effet de demande, mais c'est un effet de demande induit par le fait que vous êtes plus productif. On demande vos produits parce qu'ils sont moins chers ou de meilleure qualité. Hein et puis, quand je parle eh bien, des conséquences négatives d'une politique protectionniste, c'est que la conséquence négative, c'est que les pays destinataires vont vous fermer des marchés d'exportation, c'est-à-dire vont réduire la demande potentielle pour vos produits, et ça réduit vos rentes potentielles à l'innovation, et donc ça réduit votre incitation à innover. Donc la demande est totalement imbriquée là-dedans, évidemment. C'est ce qu'on appelle les effets de taille de marché, les effets de débouché de marché. Alors, si on reste à l'échelle macroéconomique, en particulier américaine, si on prend les derniers chiffres de leur commerce extérieur, moins 80 milliards en décembre, moins 1000 milliards sur l'année 2021, est-ce que justement cette consommation effrénée ne va pas à un moment donné gêner cette dynamique d'innovation, surtout si elle est tirée par des entreprises méga. Allô? Allô? Oui, ça a sauté, excuse-moi. Oui, tu m'entends? Oui, c'est une des questions du chat, à savoir quel rôle pour la politique antitrust pour quelque part rétablir à un moment ou à un autre aussi les équilibres extérieurs de manière directe ou indirecte. Je ne comprends pas bien le lien entre la politique antitrust et les équilibres extérieurs de qui par rapport à qui? Si on prend le cas des États-Unis, où le rôle de la demande est quand même très important, avec un déficit commercial qui atteint 80 milliards en décembre, et qui est basé aussi sur des exportations comme très conséquentes d'entreprises mégastars, qu'on peut faire peut-être un lien avec le rôle que pourraient avoir des politiques antitrust, mais qui pourraient s'avérer potentiellement défavorables. Oui, oh là là, c'est compliqué. Mais le déficit commercial américain, c'est aussi beaucoup parce que vous avez des entreprises multinationales qui réimportent des biens qu'eux fabriquent ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. C'est ça. Donc, c'est ça beaucoup. Donc, c'est plus la question des multinationales. Donc, est-ce qu'il faut encourager? Donc, c'est évident que tout ce qu'on peut faire pour encourager eh bien, disons la relocalisation va permettre de traiter ce problème Alors, effectivement, le fait que, par exemple, on mette des impôts minimaux aux multinationales, ça va aller dans le bon sens, parce que ça va pousser à la relocalisation. Ces entreprises aller ailleurs parce qu'ils espéraient payer moins d'impôts. Mais si on met des taxes minimales ailleurs, ça réincitera à rentrer. Si, par exemple, aussi certaines multinationales partaient produire ailleurs parce qu'ils pouvaient polluer ailleurs et après réimporter les produits qui étaient polluants, ou bien, eh bien là, si on met
des taxes carbone aux frontières, ça va décourager, évidemment. Hein. Donc, voilà des outils qui peuvent traiter ce problème. Voilà. Mais je crois que le meilleur moyen, sinon, de réduire le déficit commercial, c'est d'être productif. Je crois qu'il faut être productif pour vendre à l'étranger et en même temps décourager les entreprises domestiques de partir produire ailleurs pour de mauvaises raisons. Je ne dis pas qu'il faut interdire la délocalisation, mais il faut en tout cas ne pas encourager les délocalisations pour les mauvaises raisons, qui serait le dumping social ou le dumping environnemental, par exemple. Et en même temps, côté demande, on peut estimer que l'importance des chèques donnés aux ménages américains a favorisé aussi un boom des importations. Alors, effectivement, ça a favorisé un boom des importations. C'était un peu le problème des magnétoscopes en France. Vous savez, quand on avait fait la relance sous Mitterrand, le problème, c'est qu'il y avait un peu les vieux keynésiens qui disaient oui, ben, voilà, tout ce qui est bon pour la demande, c'est bien, oui, mais on est en économie ouverte et simplement stimuler la demande, ça ne suffit pas parce que tu stimules la demande et ça va aggraver ton déficit commercial à moins que tu deviennes plus productif. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours le côté offre avec le côté demande. Tu vois, on pensait qu'on stimule la croissance uniquement par la demande. Quand tu es en économie ouverte, ça ne marche plus parce que les gens vont acheter des produits étrangers moins chers. Donc, tu dois t'attaquer au côté offre. C'est très bien d'aller pour la demande. Je suis pour les stabilisateurs automatiques en particulier. Je suis pour soutenir la demande en particulier dans les périodes de récession. Mais je pense que c'est important en même temps de devenir plus productif parce que sinon, la demande, eh ben, elle va se traduire par l'augmentation de la demande, par un creusement du déficit commercial. Donc, c'est très important d'être productif. C'est pour ça qu'il faut une politique de l'offre en même temps que la politique de la demande et une politique de l'innovation. Parce que sinon, eh bien, on se retrouve avec le problème qu'on avait des magnétoscopes, vous vous souvenez, quand on avait, je ne sais plus, interdit, je ne sais plus ce qu'on avait fait avec les magnétoscopes, mais en tout cas, c'était la relance de 81 s'était traduite par un creusement du déficit commercial parce qu'il n'avait pas été suivi par des politiques qui stimulaient la croissance de la productivité en France.